Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière séance dédiée à l'étude de la convolution, corrélation et densité spectrale de puissance. Les objectifs de ce cours seront de comprendre les différents concepts de convolution, corrélation et densité spectrale de puissance. La convolution. La convolution est l'outil de prédilection pour l'étude des systèmes linéaires. La convolution exprime un floutage apporté par l'instrument à l'information capturée. Cette relation de convolution est une relation intégrale faisant apparaître x de taux, h de t moins taux des taux. Le résultat, y, est une fonction du temps t, représentée en magenta. La convolution peut aussi s'effectuer dans un domaine dual, par exemple les fréquences. La convolution possède un certain nombre de propriétés, comme la commutativité, qui permet d'interchanger x et y, la distributivité, l'associativité et la translation temporelle. La transformée de Fourier d'un produit de convolution est égale au produit simple des spectres. La transformée de Fourier d'un produit simple de fonctions est égale à la convolution des spectres. L'élément neutre de la convolution est la fonction Dirac. Le décalage temporel peut être vu comme un copier-coller exprimé à travers des Dirac. La procédure pour calculer la convolution est la suivante. Dans un premier temps, il faut effectuer un changement de variable. Le signal x de t devient x de taux. On fait de même pour h de t qui va devenir h de taux, puis nous réalisons le retournement temporel en remplaçant taux par moins taux. Ensuite, nous réalisons le décalage, h de t moins taux. Ensuite, nous calculons l'air sous la courbe pour une valeur de t égale à t0 par exemple. Et enfin, on recommence les opérations précédentes pour toutes les valeurs de t. Élément important pour pouvoir calculer la convolution ou la corrélation, c'est de maîtriser les décalages temporels et les retournements temporels. Prenons l'exemple d'une fonction qui est une Dancy, obtenue par la multiplication d'une droite et d'une fonction rectangle, centrée en t sur 2. Le retournement temporel de x de t donne x de moins t. Nous voyons sur la droite le retournement temporel. Si nous souhaitons réaliser un décalage pour des valeurs négatives, dans ce cas-là, le signal s'écrit x de t moins, entre parenthèses, moins t0. Il est représenté sur le graphe ci-dessous par un décalage pour les valeurs négatives de t0. Pour un décalage vers les valeurs positives, le signal s'écrit x de t moins t0. Le t0 indiqué en bleu se retrouve à une position t0 sur l'axe des abscisses en bas à gauche. Pour ce qui est du signaux retournés temporellement avec un décalage de valeur positive, la valeur t0 en marron est indiquée avec la valeur plus t0. Pour ce qui est d'un décalage vers les valeurs négatives, on voit apparaître moins t0 en cyan du côté des valeurs négatives. Prenons quelques exemples et calculons le produit de convolution entre le signal x de t, qui est une fonction rectangle de durée 2 secondes, et une fonction est positionnée en moins t sur 2. Nous avons deux possibilités pour calculer la convolution. Soit on calcule x convolué à h, ou bien on calcule h convolué à x. Voici sur la gauche représenter la fonction x de t, que idem pour la fonction h de taux. Nous voyons en dessous h de moins taux et la fonction h de moins taux décalée par une valeur t. Le support de h de t moins taux va de moins 1 plus t à 0 plus t. Regardons aussi les différents décalages. Nous allons fixer x de taux et faire varier t pour h de t moins taux. Les différentes valeurs de t permettent de décaler petit à petit de la gauche vers la droite la fonction Dancy retournée. Pour la première figure en haut à gauche, le décalage est réalisé pour des valeurs de t inférieures
à moins 1. Nous avons pris l'exemple de t égale à moins 1. Le support de x va de moins 1 à 1. Et si nous devons calculer le produit scalaire entre x de taux et h de t moins taux, on pourra prendre l'intégrale de moins l'infini à 1. Les deux fonctions étant disjointes, leur produit est égal à 0 et l'intégrale de 0 est égale à 0. Si maintenant on décale légèrement vers la droite la fonction d'Annecy retournée, le support de cette fonction d'Annecy dans l'exemple proposé va de moins 1,5 à moins 0,5. Le support de la fonction x de taux va de moins 1 à 1. Le produit scalaire est non nul entre moins 1 et t. Si nous décalons encore la fonction d'Annecy retournée, le produit scalaire est non nul entre moins 1 plus t et t. Nous décalons une autre fois la fonction d'Annecy retournée. Le produit scalaire non nul est entre moins 1 plus t à 1. Enfin, si nous décalons la fonction d'Annecy retournée de façon à ce que les deux supports soient disjoints, le produit scalaire est égal à 0 et la fonction vaut 0. Passons maintenant à un exercice. Je vous propose de calculer la convolution entre deux fonctions rectangles identiques et de montrer que leur produit de convolution est égal à une fonction triangulaire. Et reporter en bas x de taux et h de taux. Les deux fonctions sont bien identiques. Les éléments de correction sont les suivants. J'ai indiqué à gauche x de taux ou bien h de taux. Juste en dessous, en bleu, h de moins taux, la fonction retournée. Juste en dessous, la fonction retournée avec un décalage t, qu'on a considéré ici égal à 0. Et la dernière figure indique un décalage de 2 grand T de la fonction retournée. Pour tous les temps t négatifs, les deux fonctions h de taux et x de taux sont disjoints et le produit scalaire est nul. Il en est de même pour t supérieur ou égal à 2 grand T. C'est ce qui est reproduit en bas en couleur cyan pour t allant de 0 à grand T. Le produit scalaire est donc calculé t moins grand T à grand T, mais que les deux fonctions sont non nulles exclusivement dans l'intervalle 0t. Donc l'intégrale se résume à l'intervalle 0t des deux fonctions qui valent 1. Dans ce cas, l'intégrale vaut a carré fois t. Pour l'intervalle de temps grand T à 2 grand T, l'intégrale va donc de 0 à 2t. Le support où les deux fonctions sont non nulles va de t moins grand T à grand T. Dans cet intervalle, la fonction vaut a. Le produit scalaire est donc égal à a carré facteur de moins t plus 2 grand T. Pour résumer, on obtient donc bien une fonction triangulaire décalée à la position grand T. Passons à un deuxième exercice où il s'agit de calculer la moyenne glissante et une opération de filtrage. Correction. Pour montrer qu'il s'agit d'une opération de filtrage, il suffit de démontrer que l'équation en haut est une équation de convolution, c'est-à-dire que y de t est égal à x de taux h de t moins taux des taux. Si l'on regarde la fonction y égale 1 sur grand T intégrale de t moins grand T à t de x de taux, on peut dire que l'intégrale va de moins l'infini à plus l'infini, multiplié par une fonction rectangle de durée grand T et d'amplitude 1 sur T. En remplaçant 1 sur T rectangle de grand T par h de T, nous retrouvons le produit de convolution. Il s'agit donc bien d'un filtrage. Pour pouvoir étudier numériquement la convolution, je vous propose d'utiliser un formalisme algébrique. Je vous rappelle la définition d'un vecteur, colonne, de son transposé,
et d'une matrice. L'énergie d'un vecteur se calcule comme étant la norme L2, ce qui revient à calculer le vecteur transposé fois le vecteur. La longueur euclidienne, c'est la racine carrée des différentes composantes élevées au carré. La norme L1 considère une somme sur des valeurs absolues. L'opération de convolution, comme dit précédemment, peut, en raison de la commutativité, être réalisée en faisant h de t convolué à x de t ou bien x de t convolué à h de t. Dans le cas discret, y de n, c'est une somme sur n de x de n h de n moins grand M. En déroulant finalement cette somme, on remarque que la convolution dans ce cas-là, c'est l'équivalent d'une décomposition dans une base, la base étant le signal avec des retards. Nous pouvons regrouper l'ensemble des coefficients W dans un vecteur transposé et en le multipliant par un vecteur colonne grand X de n, nous obtenons Y de n. Nous pouvons donner différentes valeurs à n allant de 0 à n-1. Nous pouvons regrouper finalement l'ensemble dans une matrice Q de x. Le vecteur grand Y s'obtient comme étant le produit entre le vecteur W transposé fois la matrice grand Q x transposé. La matrice Q de x a une forme particulière, elle s'appelle la matrice de Toeplitz. Nous pouvons réaliser à la main le calcul de la convolution par la méthode suivante. Il suffit d'indiquer dans un tableau, sur la première ligne du tableau tout en haut, le signal x de L, qui vaut 0, 0, 1, 2, 3, 0, 0. Dans la colonne complètement à gauche, x de moins L, qui est donc le signal retourné, qui vaut donc 0, 0, 3, 2, 1, 0, 0. Ensuite, nous prenons le premier élément de x de moins L et on le multiplie par le premier élément de x de L. Donc on a 0 fois 0, ça donne 0. Et on reproduit ceci pour toutes les valeurs. Par exemple, pour la ligne numéro 3, nous obtenons 3 fois 0, ça fait 0, 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, 3 fois 0, 0, 3 fois 0, 0. Ensuite, sur la diagonale, nous faisons les sommes et nous obtenons au résultat C de x composé de 4 zéros, 1, 4, 10, 12, 9 et 4 zéros. Nous pouvons vérifier les calculs à l'aide de la fonction convolution ou à partir de l'utilisation de transformés de Fourier. Nous pouvons tester les différents programmes de convolution utilisés par MATLAB ou Octave. Il s'agit de simuler des pics et une réponse impulsionnelle qu'on appelle enveloppe, de convoluer les deux. Je propose la first solution, second solution et third solution, qui va permettre d'indiquer les différentes convolutions. Les résultats sont indiqués transparent 25 et transparent 26. En haut de la figure, nous voyons des pics positifs et négatifs avec du bruit. Complètement au milieu et à gauche, nous avons la réponse impulsionnelle qui, convoluée par le premier signal, donne le signal en bleu. Un autre code MATLAB est indiqué où cette fois-ci on simule 3 pics à la position 200, 300, 700. Nous simulons une réponse impulsionnelle de forme gaussienne, nous les convoluons et nous reproduisons le résultat transparent 28. Nous remarquons que la réponse impulsionnelle est localisée en 1. Un autre programme est proposé, cette fois-ci avec une réponse impulsionnelle positionnée à un autre endroit, comme indiqué sur le transparent numéro 30. Passons maintenant à l'étude de la corrélation. Est représentée en dessous les relations d'intercorrélation entre un signal X et un signal Y. La fonction d'intercorrélation dépend de la variable taux, qui est un retard. Il y a deux définitions suivant qu'on considère le retard positif ou négatif. La variable d'intégration est une variable t. Attention à ne pas confondre d'intercorrélation et la convolution. La fonction de convolution est une fonction qui dépend du temps t. La variable d'intégration est une variable taux et le signal y est retourné.
Passons de suite à un exemple d'intercorrélation entre un signal x de t, qui est une fonction rectangle, et la fonction dent de scie. Est indiquée en bas à gauche la fonction dent de scie décalée pour un retard taux inférieur ou égal à 0, et tout en bas pour un retard taux supérieur ou égal à 0. Commençons les calculs. Nous décalons tout d'abord la fonction dent de scie la plus à gauche possible avec un retard négatif. Les fonctions sont toutes les deux disjointes. Le support de y va de moins 2 à moins 1 et celui de x de moins 1 à 1. L'intégrale s'effectue de la valeur moins 2 à la valeur 1 et est égale à 0. En décalant au fur et à mesure la fonction dent de scie vers la droite, pour le deuxième graphe en partant du haut, la fonction de corrélation vaut moins taux carré sur 2. Ceci résulte d'une intégrale allant de moins 1 à 1 plus taux, qui est le support où les deux fonctions sont non nulles. De la même façon, pour un support allant de taux à 1 plus taux pour le troisième graphe, la fonction de corrélation vaut 1 demi. Pour un décalage allant de t à 1, l'intégrale vaut 1 demi moins taux plus taux carré sur 2. Enfin, pour le décalage le plus à droite, la fonction vaut 0 pour une intégrale calculée de 1 à l'infini. Les résultats de la simulation sont indiqués sur le transparent 34. L'intercorrélation entre deux signaux d'énergie finie est indiquée au milieu. L'étoile ici indique un signal complexe. Les mesures de retard sont utilisées souvent pour des mesures de distance, notamment en télémétrie, ou bien pour faire des mesures de longueur. Avec une fibre optique, en envoyant un influx lumineux de quelques nanosecondes, si la fibre a un défaut, nous pourrons détecter ce défaut à la position D égale à C fois T divisé par 2N. Il suffit donc de mesurer le temps écoulé de l'impulsion de départ jusqu'au retour du premier écho. Sur le transparent 37, vous voyez apparaître en bas un défaut à la position 50 microsecondes qui correspond à 5 km. Dans le cas de l'autocorrélation, la formule est indiquée au milieu. Il s'agira dans ce cas-là des mesures de corrélation intrinsèque pour observer ou pas des déformations. Il existe une relation entre la convolution et la corrélation. J'ai rappelé la relation de corrélation en haut. Avec un changement de variable u égale t plus taux et du égale dt, nous montrons que la corrélation, ce n'est rien d'autre que la convolution entre un signal retourné de valeur moins taux convolué à y de taux. Comme précédemment pour la convolution, nous pouvons exprimer la corrélation à travers un formalisme algébrique en faisant apparaître un vecteur de corrélation à gauche, une matrice QXX et un vecteur X de n. Par exemple, pour m égale à 3, nous voyons apparaître une matrice qui a la forme de la matrice de Hankel. Nous pouvons calculer cette matrice à l'aide de la fonction MATLAB Hankel. Nous pouvons aussi calculer à la main, à l'aide du petit tableau suivant, la fonction d'autocorrélation ou bien d'intercorrélation. Dans l'exemple ici, il s'agit d'autocorrélation. On indique en haut le signal x de n, sur la colonne le signal x de m. Vous noterez que ce signal-là n'a pas été retourné comme dans le cas de la convolution. On calcule les produits élément par élément, puis ensuite on fait la somme sur les diagonales et on obtient le résultat en bas à gauche de R de x qui vaut 4 zéros, 3, 8, 14, 8, 3 et 4 zéros. Vous noterez que cette fonction est symétrique par rapport à la valeur la plus grande. Un code de MATLAB est indiqué ici pour estimer la position d'un retard entre
un signal fortement bruité et le même signal décalé dans le temps de la position 1,1. Au transparent 44, nous voyons en haut le premier signal bruité, le deuxième signal et l'intercorrélation entre les deux signaux, et nous voyons bien apparaître à la position 1,1 de la fonction d'autocorrélation le maximum, ce qui indique que les deux signaux sont retardés de 1,1. Passons au calcul de la densité spectrale d'énergie. La densité spectrale d'énergie s'obtient à partir du théorème de Wiener-Kitchin qui met en lien la transformée de Fourier de la fonction d'autocorrélation avec la densité spectrale d'énergie. La fonction d'autocorrélation phi x de taux est égale au signal x conjugué retourné convolué à x de taux. La densité spectrale d'énergie est donc égale par transformée de Fourier au spectre conjugué x multiplié par le spectre direct x, qui est égal donc au module carré du spectre. Le spectre d'énergie correspond à 10 joules par Hertz. Quelques propriétés intéressantes, c'est que pour les signaux réels, la fonction densité spectrale d'énergie est paire. On rappelle aussi que la fonction d'autocorrélation pour la valeur de taux est égale à 0 est égale à l'énergie. Le théorème de Parseval exprime aussi que l'énergie calculée dans le domaine temporel est égale à l'énergie calculée dans le domaine des fréquences. La portion d'énergie ΔE contenue dans une bande, elle se calcule comme étant l'aire de la bande entre -f2 et -f1 et entre f1 et f2. Il faut donc tenir compte des fréquences positives et négatives pour en calculer cette quantité. Passons maintenant à des exercices. Considérons le signal x de t exponentiel de moins à t, epsilon de t étant la fonction d'Heaviside. On montrera que la fonction d'autocorrélation est une fonction exponentielle paire et que sa densité spectrale d'énergie est une fonction lorentzienne. On va donc commencer à montrer la corrélation. Sur le transparent 52, nous allons découper le calcul en deux parties, une partie pour des retards taux positifs et pour des retards taux négatifs. En multipliant l'exponentielle moins at par exponentielle de moins a de t plus taux et en l'intégrant de 0 à l'infini, on montre que le résultat est une exponentielle divisée par 2a multipliée par une fonction d'Heaviside dépendant de taux. Pour les temps négatifs, on fait la même chose. On notera attention au changement de borne d'intégration qui va de taux à plus l'infini. On voit que le résultat obtenu permet d'obtenir une exponentielle pour des temps négatifs. En réunissant les deux résultats, on obtient, quel que soit t, une exponentielle avec une valeur absolue de taux. À partir des tables de la transformée de Fourier, c'est une fonction lorentzienne. Nous pouvons aussi le démontrer. Au transparent 55, nous calculons la transformée de Fourier de l'exponentielle. Comme la fonction est définie que pour des temps positifs, l'intégrale va de 0 à l'infini. Nous devons calculer la primitive de exponentielle de moins a plus j de pi f t, ce qui donne, comme transformée de Fourier, 1 divisé par a plus j de pi f. Si on en prend le module carré, on obtient la relation lorentzienne recherchée. Passons maintenant au calcul d'une fonction d'intercorrélation entre deux exponentielles définies pour des temps positifs avec des coefficients différents, l'une ayant a, l'autre ayant 2a. Il faut montrer donc que la fonction d'intercorrélation est une somme de deux exponentielles. Transparent 57, on remplace dans la définition de la fonction d'intercorrélation les fonctions x et y. De nouveau, on décompose pour des temps taux positifs et des temps taux négatifs. Comme précédemment, on montre que l'intégrale entre 0 et l'infini vaut exponentielle de moins 2 taux sur 3a multiplié par l'échelon d'Heaviside. Pour les temps négatifs, on a la même relation avec un signe moins. Passons maintenant à des bonus et notamment la déconvolution. Cette partie va faire un bilan de l'ensemble des cours précédemment vus, notamment par la décomposition dans une base et les aspects spectraux.
L'objectif est de réaliser un filtre inverse. Le filtre inverse a pour définition fréquentielle G de f multiplié par H de f est égal à 1. Donc nous avons un filtre H de f et nous devons proposer son inverse, G de f. Le produit des deux doit donc donner 1. Par transformée de Fourier inverse, cela veut dire que la convolution entre G de t et H de t est égale à la fonction Dirac. Si on revient à la définition fréquentielle, en remplaçant G de f par sa définition avec le module et son argument, idem pour H de f, une solution simple est de considérer que l'argument du filtre G est égal à l'argument opposé du filtre H. Il suffit dans ce cas de considérer simplement que le produit des modules est égal à 1, ce qui veut dire que le module de G est égal à l'inverse du module de H. La solution proposée est de considérer une approche algébrique fréquentielle où l'on va considérer que la fonction G, le filtre inverse recherché, se décompose dans une base de fonctions, phi de k. En exprimant G de f conditionnellement à θ, on peut montrer qu'elle prend la forme d'un produit matriciel, avec θ égale le vecteur de paramètres à rechercher, et phi de f étant la concaténation des différents spectres. L'idée consiste à écrire l'équation fondamentale, qui est que le module de G fois H est égal à 1, sous une forme algébrique. L'idée est d'écrire y égale x transposé fois θ en vue de déterminer les paramètres θ, étoile, qui minimisent la fonction de coût, x transposé de θ moins y. La solution des moindres carrés donne que θ étoile est égal à x transposé le tout moins 1 fois x, y. Le point de départ, donc, c'est que le module de g fois h est égal à 1, qu'on peut réécrire sous la forme que le module de g de f sachant θ fois h est égal au module de y en imposant que le module de y est égal à 1. Dans ce cas, on fait varier ensuite f écrit sous forme vectorielle, y de f1 jusqu'à y de fm. Au transparent 62, on peut montrer qu'on peut concaténer tous les vecteurs y de f, de fabriquer une matrice, delta, et que nous disposons des paramètres θ. Les paramètres θ au regard de la pseudo-inversion conduit à la relation indiquée ci en bas. En figure 63, vous voyez les résultats du filtre h de f qui est une fonction gaussienne. Le filtre inverse dans ce cas-là est la fonction indiquée en rouge. Nous vérifions que le produit des modules est égal à 1 par la fonction verte. La décomposition dans la base est une base de bêta-spline cubique, BS3, indiquée ici. Passons maintenant à l'inversion par un filtre inverse régularisé. En effet, on peut constater que si le spectre h de f passe par 0, que l'inversion peut poser problème. Pour éviter ce problème, on ajoute un coefficient alpha, qu'on appelle un coefficient de régularisation, d'une valeur très petite, ceci pour garantir que le spectre modifié, c'est-à-dire h de f plus alpha, est différent de 0. De nouveau, on écrit la minimisation de la fonction g multipliée par le nouveau filtre qui est h de f plus alpha. Comme précédemment, nous écrivons ceci sous forme algébrique. On donne différentes valeurs à f, f1 jusqu'à fn. Transparent 67, nous pouvons de nouveau montrer un vecteur de fréquence égale une matrice fois le vecteur des paramètres. La pseudo-inversion est aussi indiquée en bas. Sur la figure en magenta, nous voyons le spectre du filtre régularisé, en cyan le filtre gaussien initial, et en vert le produit entre le filtre inverse régularisé et la fonction gaussienne. Pour le filtre inverse de Wiener, la définition change légèrement. Au numérateur apparaît le filtre initial et au dénominateur le filtre au carré. Lorsque alpha tend vers 0, nous retrouvons la définition du filtre inverse. La fonction à minimiser a légèrement changé. Comme précédemment, nous itérons sur les différentes valeurs de la fréquence f, de f1 jusqu'à fn. Nous obtenons une matrice
delta, un vecteur grand gamma, et nous pouvons, via la méthode de la pseudo-inversion, déterminer les paramètres. Nous voyons en figure 72 le filtre inverse de Wiener en rouge, le filtre inverse et la fonction gaussienne, plus en vert le produit entre le filtre inverse de Wiener et le filtre. En rétrécissant la bande passante, nous voyons apparaître des oscillations à la fois dans le filtre inverse et dans le filtre inverse de Wiener. Enfin, vous trouverez ici le code MATLAB qui permet de calculer, de représenter toutes les courbes précédentes.